Bonjour les échequistes, ravi de vous retrouver après presque 3 longues semaines d'absence, championnat de France oblige, mais rassurez-vous, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Et aujourd'hui, je vous propose de continuer sur nos immortels avec une absolument fantastique, alors restez bien jusqu'à la fin, je vous promets de vous en mettre plein la vue, enfin que cette partie va vous en mettre plein la vue, j'ai nommé l'immortel de Karl Schlechter. Alors, Karl Schlechter, dont j'ai parlé dans une autre vidéo, mais je vais me permettre une petite piqûre de rappel, ce qui va contenter tout le monde, était un champion autrichien, né en mars 1874, donc à Vienne, et mort en 1918, en décembre 1918, donc un petit peu après la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, Karl Schlechter est mort en 1918, on l'a dit, à Budapest, actuelle capitale de la Hongrie. Et parmi ces grands faits d'armes de célèbres joueurs d'échecs, on peut mentionner le match nul avec 5 points partout qu'il réalisa contre le champion du monde Emanuel Lasker, donc un match de championnat du monde en 1910. Donc là aussi, petit rappel des faits, Emanuel Lasker est devenu 2e champion du monde du jeu d'échecs en battant son prédécesseur Wilhelm Steinitz. Et à l'époque, il était de coutume que ce soit le champion du monde qui choisisse, qui désigne son challenger. Donc Lasker avait désigné Karl Schlechter pour l'affronter en 1910. Or, Schlechter a fait match nul, ce qui est très bien, mais les règles stipulaient qu'en cas de match nul, eh bien, le champion reste champion. C'est comme tout le monde veut prendre sa place de Nagui. Et donc, avec un match nul, Emanuel Lasker, le champion, est resté champion. Voilà, donc vous savez tout. Pour le reste, je vous encourage comme d'habitude à vous abonner à cette chaîne, commenter, liker, partager et diffuser en masse cette vidéo. Je compte sur vous. Vous êtes toutes et tous au top. Bon visionnage donc à toutes et à tous. Enjoy! Alors, la partie qui suit a été jouée en 1893 à Vienne, capitale actuelle de l'Autriche, et nous allons suivre cette partie du côté des Noirs, puisque dans la dite partie, Karl Schlechter avait les Noirs, n'est-ce pas? Quant à son adversaire, Bernhard Flechsig, je n'ai trouvé aucune information sur ce joueur, si ce n'est quelques parties d'échecs de lui sur internet, et je peux vous dire que parmi elles, il y a une victoire avec les Noirs contre Mikhail Chigorin, le champion russe, en 1882, toujours à Vienne, donc il semblerait quand même que ce Bernhard Flechsig soit tout sauf un petit joueur. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de cette partie en description. Allez, on se lance dans cette partie qui, je vous le promets, est passionnante et les Blancs ont débuté fort en jouant B4. Et non, ce n'est pas une blague. Alors, ce début, irrégulier, vous l'admettrez, est appelé, en tout cas en France, le début orang-outan. Et bien entendu, il y a une raison à cela. Alors, cette anecdote, elle trouve son origine lors du tournoi d'échecs de New York de 1924, tournoi d'ailleurs remporté par le grand Emanuel Lasker lui-même. Lors d'une journée de repos, fut organisée pour les joueurs du tournoi une visite du zoo du Bronx et parmi ces joueurs, l'inénarrable Savielly Tartakover, francisé Xavier Tartakover, je l'ai déjà dit, et Xavier Tartakover, qui avait beaucoup d'humour, s'est amusé à causer à bâton rompu, à parler beaucoup, avec un très bel orang-outan, si ce n'est le plus bel orang-outan du zoo, qui s'appelait Suzanne, et donc il a dit qu'il allait créer un début, une ouverture à l'honneur de Suzanne, et il s'est dit, tiens, je vais créer le début orang-outan, et il a pensé à ce coup de pion de 2 cases qui lui faisait penser à un singe montant sur un arbre. Ce n'est d'ailleurs pas la seule création de Xavier Tartakover dans les ouvertures qui, rappelons-le, a inventé, est à l'origine de l'ouverture catalane, la préférée du grand Magnus Carlsen, rien que ça. Alors, revenons à la partie, les Noirs ont joué E6, donc E5 généralement est un coup plus populaire, mais E6 se joue tout à fait. L'idée c'est que je vais laisser tout de même sortir Madame et mon fou, et les Blancs ont continué par fou B2, et maintenant on comprend l'idée de cette ouverture qui consiste à gagner de l'espace à l'aile dame, mais également à placer leur fou de case noire en fianchetto sur la grande diagonale, donc de jouer à la fois au centre et à l'aile dame. Les Noirs ont continué par cavalier F6. Évidemment, si on était venu prendre le pion qu'on attaquait en ayant joué E6, le problème c'est que le fou de case noire des noirs ne protège plus le pion G7. Or, il suit fou prend G7, gagne la tour. Ça me paraissait important de préciser. Les blancs ont joué A3 puisque le pion est maintenant réellement attaqué, le pion B4, et C5 de la part des noirs pour essayer de casser le pion B4. Et les blancs ont joué B5, ils ont avancé le pion et continué à annexer de l'espace à l'aile dame, mais prendre le pion C5 pour échanger un pion de
l'aile contre un pion le plus central possible fait généralement plus sens. Les noirs bâtissent maintenant un imposant centre de pion en poussant D5 et les blancs tentent eux-mêmes de prendre pied au centre en poussant D4. Alors le problème de ce coup, c'est qu'il autorise dame A5 échec avec fourchette, attaque le roi et le pion B5. Alors normalement, les blancs vont perdre ce pion, sauf si, ils jouent cavalier C3 qui part l'échec et protège le pion B5. Donc là, on peut se dire que les blancs ont réussi à sauver les meubles, mais les problèmes n'arrivant jamais seuls, cavalier E4 suit de la part des noirs et maintenant on vient attaquer le cavalier qui est cloué et en même temps, si on s'empare du cavalier C3 par exemple, cavalier prend C3, derrière il y a encore le pion B5. On voit donc dès ce début de partie que les noirs jouent de façon agressive en tentant de réfuter le jeu aventureux des blancs, cependant que les blancs subissent l'initiative des noirs et qui n'ont pas vraiment le choix de leur réponse. Ils en font d'ailleurs l'éclatante démonstration en jouant dame D3, forcé pour tenir le cavalier C3, et maintenant C prend D4, donc on continue d'attaquer le cavalier en C3, raison pour laquelle dame prend D4 est forcé, après quoi les noirs se sont décidés pour fou C5 qui vient attaquer la dame, cependant que derrière il y a le pion F2. Le problème c'est que les blancs ont dame prend G7, attaque la tour. Bon ben fou prend F2 échec, on est venu pour ça, maintenant roi D1, on a récupéré le pion et déroqué le roi, c'est pas trop mal, mais attention, la tour est toujours attaquée, mais dans cette position, cher viewer, comment est-ce que vous continuez? Mettez la vidéo sur pause et à tout de suite. Et oui, vous vous doutez bien que puisqu'il s'agit d'une partie mortelle, on va lâcher la tour, sinon c'est pas drôle. D'autant que maintenant, vous commencez à avoir l'habitude, je crois. Les blancs ont donc pris la tour, sur échec, quoi d'autre? Et maintenant, on peut sûrement s'attendre à roi D7. Et évidemment pas, c'est roi E7 qui a été joué en laissant le fou. Alors évidemment, les noirs ont prévu le coup et ils ont récupéré le cavalier sur C3, attaquant par là même le fou B2 qui est venu sur C1. Mais on aurait pu se demander que se serait-il passé si à la place, la dame blanche avait pris le pion sur B7 en attaquant à la fois le roi et la tour, donc fourchette. Le problème, c'est qu'après roi F6, dame prend A8 et C prend B2, bon déjà on récupère le fou, mais en plus on menace de prendre la tour sur échec et en faisant une dame, ce qui ferait échec et mat soit dit en passant, et également on menace dame D2, échec et mat. On comprend donc après dame prend B7 échec roi F6 que la dame blanche ne peut pas s'emparer de la tour A8. Que faire d'autre? On peut essayer par exemple dame prend E4, mais C prend B2 c'est la même histoire. Cette fois on menace de mat sur E1 et toujours B prend A1 échec et mat. Donc il y aurait dame F4 échec par exemple pour essayer de s'emparer du fou avec la fourchette. Roi G7, mais le problème c'est que si on prend le fou, il y a B prend A1 échec et mat. En faisant dame, la dame veille au gré sur cette diagonale. Donc j'ai essayé dame G5 échec. À la place, on va essayer de harceler le roi noir d'échec. Mais après roi F8, dame H6 échec et roi E8, on voit que le roi noir réussit à s'échapper et les blancs ne peuvent pas résoudre tous les problèmes. C'est perdant pour eux. C'est pourquoi après D prend C3, c'est fou C1 qui a été joué à la place dans la partie. Et maintenant, cher viewer, comment est-ce que vous continuez l'attaque? Très bien, boum, coup de massue, cavalier D7. Maintenant, la tour attaque la dame blanche, ce qui fait que les blancs ne peuvent par exemple pas jouer cavalier F3 et se développer normalement. Ils en auraient bien besoin, j'ai envie de dire. Dans la partie, il y a eu dame prend A8, donc la tour était sacrifiée. Donc j'ai envie de dire la deuxième tour, comme d'habitude, une immortelle. Mais maintenant, dame prend B5, qui va menacer dame D5 échec au coup suivant. Et après fou D2 qui sera obligatoire, dame prend D2, échec et mat. Le reste de la partie est un chef-d'œuvre absolument époustouflant de la part des noirs, même si j'ai envie de dire ça a déjà très bien commencé. Je pense que vous serez toutes et tous d'accord avec moi. Donc les blancs ont continué par fou F4. Idée, je développe une pièce, mais surtout je libère la case C1 pour le roi blanc. Après quoi, dame D5 échec ne sera pas mat puisque le roi peut venir sur cette case. Et maintenant, un nouveau coup de massue que je vais vous laisser chercher et évidemment trouver. Donc mettez la vidéo sur pause, bonne chance et à tout de suite. Et les noirs ont joué très bien le magnifique fou E3 échec. Alors fourchette entre le roi et le fou, mais ce n'est pas ça le plus important. Alors dans la partie, le fou a été pris par les blancs, mais évidemment si le roi s'en allait à la place sur B1, alors il suivrait dame B5 échec, le roi est obligé de venir sur A2, pas le choix, et dame B2 échec et mat.
C'est pourquoi dans la partie c'est fou prend 3 qui a été joué. Et maintenant encore un coup de massue extraordinaire. Cavalier F2 avec l'idée Dame D1, échec et mat. Et l'idée de ce magnifique dernier sacrifice, c'est qu'après fou prend F2 qui a été joué dans la partie, maintenant les blancs ne contrôlent plus la case D2, donc les noirs peuvent s'y introduire avec leur dame. Et après Dame D2 échec, les blancs ont abandonné puisqu'ils suivraient Roi B1, Dame D1 échec, Roi A2 forcé et Dame prend C2, échec et mat. Alors, si on fait les comptes, les noirs ont sacrifié au bas mot les 2 tours, les 2 fous, même s'ils ont récupéré un cavalier derrière, mais bon, et un cavalier. Pas mal, non? Et vous, qu'avez-vous pensé de cette miniature de 18 coups? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, donc comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, une fois encore, à vous abonner, très important. Likez, commentez, partagez, diffusez en masse cette vidéo autour de vous. Je compte sur vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures immortelles ensemble. Ciao tout le monde!